La MONUSCO, l'EAC ont-elles mené les missions qui ont abouti à la réussite ou à l'échec? C'est le thème qui va nous animer dans cette émission, les thermomètres de la RDC, qui reçoit pour vous 4 co-débatteurs sur ces plateaux avec qui nous allons animer la journée. Mais bien évidemment, avant de commencer, je suis dans l'obligation de vous donner un bonjour et vous demander également à suivre APIC Télévision pour poursuivre ces débats avec nos estimés co-débatteurs sur ces plateaux. Je présente Raoul Lukamba. C'est pour la première fois d'être reçu dans cette émission. Il est indépendant. Cher Raoul, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez très bien? Je suis bien pourtant. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce plateau. C'est pour moi, non. Je vous présente également Joe Maele. Il est politologue, proche de l'Union sacrée de la Nation, habitué de cette émission. Bonjour Joe Maele. Bonjour cher Cédric. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à mes co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Je vous réitère mes salutations et c'est pour moi aussi un canal, de vous jeter des fleurs pour le travail que vous faites. Vous savez, aujourd'hui au Congo, nous sommes dans une panoplie des journalistes, mais avoir des journalistes qui restent dans une logique ou dans une déontologie journalistique et dans le professionnalisme comme vous, il n'y a pas nombreux, donc je vous jette des fleurs. Permettez-moi aussi de pouvoir jeter des fleurs à certaines personnes qui ont eu à bien travailler au cours de ces 5 ans aux côtés du président de la République. Quand je parle de ces personnes, je vois la gouverneure de Lualaba qui n'est rien d'autre que Madame Fifi Masuka. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous voyons comment est-ce que se développe la province de Lualaba, il faudrait encourager cette dame. Lorsque nous voyons comment est-ce qu'elle les gère, il faudrait la jeter des fleurs. Coup de chapeau à elle, coup de chapeau aussi à son équipe. Et quand je parle de son équipe, je vois aussi Madame Yvette Angoussi, qui est une tête très pensante pour la République. Et puis, quand les choses se font bien, il faudrait encourager, il faudrait jeter des fleurs. Donc, coup de chapeau à Madame Fifi Masuka, coup de chapeau à Madame Yvette pour l'essence du patriotisme, pour le travail qu'ils abattent pour le Congolais en tout cas. Merci beaucoup Joe Maele. Je rappelle que vous êtes politologue. Je vous présente quelqu'un, il a été avec nous il y a longtemps, mais c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau d'APIC Télévision. Cher Prince Itokola, vous êtes de l'Union sacrée, bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Ça merci. fait très longtemps qu'on a partagé le plateau. En tout cas, vraiment, c'était pour moi un regret parce que aujourd'hui, c'est vraiment une joie de me retrouver encore devant ce plateau. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs, surtout à vous saluer, parce que vous avez été toujours reconnaissant à ma personne. Merci. Je salue mon autorité morale, excusez pour un petit temps, je salue mon autorité morale, Prince Ndongondenda, l'autorité morale du parti IN2, Union des nationalistes démocrates. Okay. Je suis en train de le saluer. Je dis aussi une salutation à la personne de M. Isiaka. Isiaka, c'est lui qui est chargé de l'administration à l'IEC, Isiaka Abdallah. C'est un monsieur qui travaille mieux. Aujourd'hui même, il est à côté de Moïse Nzangi. Je vois quelques réalisations qu'il faut. En tout cas, je l'adresse mes salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince Itokola. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée du parti UNB. Vous l'avez dit tantôt. Et enfin, je présente Jérémy Momeka, aussi habitué de cette émission, cadre du parti FP, Force des Patriotes, avec le président Honoré Ngoula. Cher estimé, bonjour. Bonjour, cher Cédric. Je te remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. À chaque fois que je reçois l'invitation et l'APIC Télévision, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager avec vous parce qu'ici, je me réalise qu'à chaque fois que je suis ici, c'est pour des émissions pédagogiques. Ce sont des émissions qui aident les gens qui nous suivent. L'occasion pour moi aussi de saluer tous mes co-débatteurs et aussi tous les téléspectateurs de l'APIC Télévision qui sont aussi nombreux en ce moment en train de nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous annonce alors le premier sujet que nous allons aborder dans cette émission. Je commence par la crise qui s'est installée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a eu motion de défiance contre le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Cette motion a été rejetée par la majorité des députés provinciaux. Tout récemment, le président de l'Assemblée provinciale lui-même a subi également une sorte de motion et son adieu. On parle ici du rapporteur qu'on appelle Epiana.
Mais Le Kester. Justement, le Kester, justement. Mais aujourd'hui, nous avons appris hier qu'ils ont été convoqués auprès du ministre, du patron de l'Intérieur. Mais on reste d'abord sur l'aspect gestion de la ville de Kinshasa. Est-ce que la province mérite ces guéguerres? Je commence avec Jérémy. Cher Cédric, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, ça laisse beaucoup de gens perplexes. Perplexes pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui semble être inimaginable. C'est inconcevable dans la mesure où, depuis le début de ces mandats ou de cette législature, nous avons compris que parmi les provinces qui fonctionnaient un peu bien, c'était la ville de Kinshasa faisait partie. Il vous souviendra qu'il y a eu un moment donné ici, nous avons constaté que dans presque toutes les provinces plutôt, il y avait des destitutions, des mentions et ainsi de suite. Mais ici, dans la ville de Kinshasa, il n'y avait pas de mentions. Et même parmi les provinces qui ont connu des élections pour la deuxième fois ou pour la seconde fois, la ville de Kinshasa a toujours été épargnée. Tout simplement parce qu'il y avait une très bonne collaboration entre l'Assemblée provinciale, là je parle des députés provinciaux, et l'exécutif, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais je ne sais pas comprendre, à un moment donné, nous avons vécu des spectacles désolants ici dans la ville de Kinshasa. Et des fois, je me pose la question, je me dis d'où est venu ce genre de spectacle. Je me souviendrai que tout est parti du fait que les présidents de l'Assemblée provinciale auraient adressé une lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa pour lui demander la gestion, pour lui demander les rapports sur les fonds qui étaient alloués, je ne sais pas trop. Et à partir de là, tout est parti de là et puis ça a créé beaucoup de conflits jusqu'au point qu'il y a eu une mention contre les présidents de l'Assemblée provinciale et on a réussi à les destituer. La Cour l'a réhabilité au niveau de la justice. En dehors de cela, nous avons compris que après sa réhabilitation, les présidents de l'Assemblée provinciale n'étaient pas en bon terme avec les députés provinciaux. Les présidents de l'Assemblée provinciale n'étaient pas en bon terme avec les gouverneurs. Le gouverneur de la ville. Et il y a eu beaucoup de spectacles désolants jusqu'au point que, à un moment donné, nous avons vu à son tour le gouverneur aussi qui a été interpellé, une motion qui a visé la destitution du gouverneur. Le gouverneur arrive au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. Il a été sauvé de justesse. Il a été sauvé de justesse. Alors là, je me réalise que ce sont des spectacles qui n'aident pas la province à se développer. Nous pouvons aujourd'hui reconnaître que le président Godé Boy, c'est une intelligence qui ne fait pas l'objet des débats. Et le gouverneur Jean-Tini Ngobila, c'est parmi les meilleurs gouverneurs, pour ne pas dire que les meilleurs gouverneurs de tout le temps de la ville de Kinshasa, parce que les faits sont réels. On peut, devant l'évidence, nous savons tous qu'on s'était. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a des réalisations aujourd'hui sans précédent. S'il faut entrer dans les détails, vous allez vous rendre compte qu'en termes de construction des infrastructures, en termes de la mise en place des lumières, parce qu'il vous souviendra. Et pourtant, il lui est reproché d'une gestion calamiteuse. Non. En tout cas, nous pouvons aujourd'hui tout dire sur le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Mais en termes de gestion, c'est un homme qui a bâti record. Okay. C'est un homme qui a des réalisations qui sont aujourd'hui à ciel ouvert. Si aujourd'hui vous partez de la route de Linguessa, vous allez vous rendre compte que c'est un travail de titan qui a été fait. Si aujourd'hui vous allez... Qui est praticable il y a quelques heures. Bypass, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un travail de titan qui a été fait. Si vous partez ici, juste ici au boulevard, vous allez vous rendre compte que vraiment le travail a été fait parce que à un moment donné, ici au boulevard, il ne restait que trois réverbères qui éclairait les boulevards. Mais aujourd'hui, les boulevards est éclairé de bout en bout. Et c'est ça nous pousse à conclure que le gouverneur Jean-Tini Ngobila est le meilleur gouverneur. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est de chercher comment rétablir la paix. Parce que quand les VPM, les ministres et dans ses attributions les affaires intérieures, les a appelés, les gouverneurs ou l'exécutif et l'Assemblée provinciale, c'était juste pour chercher comment rétablir la paix.
Et j'aurais même appris, parce que je n'ai pas assez de précisions, que les VPN a suspendu les plénières de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout simplement parce que il se rend compte que de plus en plus, il y a toujours des spectacles qui continuent. Il est temps pour lui de chercher comment rétablir la paix et tout reviendra à la normale ou à la rigueur. Merci beaucoup Jérémy Momeka. Je rappelle que vous êtes cadre du parti FP. Tout à l'heure, j'ai suivi certains éléments que j'ai épinglés, mais je donne d'abord la parole à Prince Itokola sur cette question, tout ce que nous sommes en train d'assister à Kinshasa, comme guerre entre les institutions. On reproche à Gentini Ngobila de passation frauduleuse de marché, un paiement dans presque toutes les institutions provinciales. Que pensez-vous de tout ça? Oui, merci beaucoup, frère Cédric. Je pense que cette question, c'est une question un peu pertinente. Pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville capitale. C'est-à-dire, c'est un modèle pour d'autres villes. C'est-à-dire qu'ici à Kinshasa, lorsqu'il y a déjà des problèmes qui se présentent à l'AIFI, donc ça peut provoquer aussi d'autres choses dans d'autres provinces. Bon, je verrais que Gentini Ngobila, comme gouverneur, il a fait presque 5 ans, son 5 ans est déjà achevé, accompagné du président de l'Assemblée, comme mon frère venait de le dire. Depuis qu'ils sont là, il n'y a pas quelque chose, rien n'est coulé comme encre. Aujourd'hui, à la fin du mandat, déjà, parce que nous tendons vers la fin, aujourd'hui, à la fin, nous remarquons qu'il y a des tensions. Ce sont des tensions de nature à privilégier les intérêts ou ce sont des tensions qui opposent le travail? Bon, moi, je trouve que ce sont peut-être les tensions de nature à privilégier leurs intérêts. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont eu à travailler. Avant d'y arriver, il faudrait d'abord examiner entre l'idée qui est supérieur à l'autre, entre parenthèses, ou qui peut rendre compte à l'autre. Bon, nous allons voir même quand vous lisez la Constitution, en son article 195, vous verrez que lorsqu'on commence par énumérer les institutions provinciales, on commence par l'Assemblée nationale et le gouvernement provincial. Ça veut dire qu'il y a une série de suprématies à l'Assemblée nationale sur le gouvernement provincial. De deux, vous allez citer sur la même constitution l'article, je pense, si je ne m'abuse, sur l'article 197, je crois. Vous allez aussi trouver que le gouvernement provincial a l'obligation de rendre compte à l'Assemblée provinciale. Bon, cette obligation-là voudrait dire quoi? C'est-à-dire que le gouverneur ou le gouvernement provincial est contrôlé par l'Assemblée provinciale. Bon, s'il arrivait peut-être aujourd'hui que l'Assemblée provinciale demandait au gouverneur le compte rendu de ce qu'il a pu faire, ça ne pouvait pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui. C'était simple, le gouverneur pourrait nous présenter ce qu'il a fait et c'est fini, peut-être justifier ses dépenses. Un exercice démocratique. Réellement. Mais si aujourd'hui nous voyons qu'il y a des tiraillements, bon, nous allons dire, c'est l'Assemblée qui n'a pas bien fait son travail ou c'est le gouverneur? Moi, je trouve que les désordres commencent par le gouvernement provincial. Pourquoi? Parce qu'il a fallu répondre aux obligations. Quand on vous demande, voilà, quand on vous demande de rendre compte ou d'étaler ou de donner les rapports, vous venez, lorsque vous estimez que vous n'avez pas de sang peut-être dans les mains, vous venez vous présenter et c'est fini, ça va passer dans le calme. Le cas où il y aurait peut-être de mésentente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui l'Assemblée doute, parce que lorsque moi je parle de l'Assemblée, je ne vois pas seulement les deux personnalités, je vois l'Assemblée selon son rôle. En fait, si peut-être il y a quelque chose que l'Assemblée vous reproche et que vous êtes inconscient ou vous ne le reconnaissez pas, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des tiraillements. Mais si vous poursuivez les conflits, vous allez comprendre que le conflit est né lorsque le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, demandait au gouverneur quelque chose de rapport comme ça. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Vous comprenez? C'est là où ça pose problème. Or, le problème était simple, parce que entre les deux, mon ami venait de les reconnaître. Odempo, c'est une tête qu'il faut respecter. Monsieur Gentini Ngobila aussi, c'est parmi les gouverneurs qui ont fait aussi la fierté de cette ville. En fait, ce sont les gens qui allaient traiter. Mais on parle aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est devenu un club d'amis.
il s'est créé même une dynamique pro-Ngobila, vous le savez. Bon, imaginez devant les élus comme ça, est-ce qu'ils vont vraiment faire le travail parlementaire comme il se faut? Certainement, c'est là où je disais, j'étais en train de craindre qu'il y aurait la même situation que la situation à l'Équateur. Parce que je venais de l'Équateur. J'ai trouvé à l'Équateur où il n'y a plus de session. Les gouverneurs ont fermé l'Assemblée. Les gouverneurs peuvent tout faire. L'actuel gouverneur qu'on a, Bobo. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. Il a fermé l'Assemblée. Il ne peut pas être contrôlé. Ce sont des faits désolants, comme le disaient les autres. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. Or, si cela arrive, c'est que si les gouverneurs commencent à collaborer avec d'autres députés, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est qu'ils sont en complicité dans quelque chose. Donc moi, je trouve que les gouverneurs pourraient faire son travail comme il fallait, même si on lui demandait les comptes à rendre, il a fallu présenter ses dépenses ou les rapports qu'on lui demandait, et enfin, on ne serait pas dans tout ceci. On ne serait pas dans tout ceci. Aujourd'hui, nous vivons une histoire où le président on lance une motion pour le gouverneur, une autre tourne pour le président de l'Assemblée provinciale. En tout cas, c'est ce que nous avons vu avec le Mumbai Kassavoubou. Donc c'est du désordre. Ça montre qu'entre les deux, soit il n'y a pas de travail, ou soit ils n'ont pas la maîtrise de leur travail. Donc moi, je ne soutiens pas cela. Je ne soutiens pas cela. Je trouve que si ces désordres-là, parce que malheureusement, nous sommes dans une période où nous préparons les élections, mais moi, je trouve que si les désordres-là persistent, moi, j'aurais demandé au président de la République, parce qu'il a ses prérogatives, de pouvoir se concerter en conseil des ministres et destituer ces gens-là entre les deux, chercher là où le désordre vient, parce que ça, ce sont des gens qui doivent être des modèles, en fait. S'il arrive à faire de telles choses, rappelez-vous, je venais de le dire avant, c'est une ville modèle pour toutes les autres villes. Justement. Parce que c'est la capitale. En tout cas, ces désordres-là ne profitent pas aux autres. Merci beaucoup, Prince Sitoko. Là, je rappelle que vous êtes du parti UND et parti de l'Union Sacrée de la Nation. Certainement. Merci beaucoup. Je donne la parole à Raoul Lugamba. Il est indépendant sur cette question. Mais j'ai suivi le ministre provincial de Finances. Je parle ici du ministre Félicien Koulou-Tantoula. Il dit, par rapport à tout ce qui est reproché au gouvernement Ngobila, c'est du mensonge. Parce que tout ce qui lui est reproché, il a trouvé ça. Toutes les dettes avec les banques, avec la lettre dont on a fait allusion tout à l'heure, qui a été adressée au président de l'Assemblée provinciale. Il dit que c'était une lettre qui a été adressée juste pour annoncer que les investisseurs devraient venir et que par rapport à ce projet-là, il faut autant. Mais la ville n'a jamais décaissé cette somme qui est aujourd'hui divulguée sur la toile. Mais par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, un mot, vous êtes indépendant. Vous savez, il y a un adage qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Monsieur Gentini Ngobila a eu de problèmes avec son ancien vice-gouverneur, à la personne de Néron Mbungu, qui reprochait lui aussi à son tour, son supérieur, d'une gestion opaque. Et M. Gekoko Moulumba, à son arrivée, a eu aussi de couac avec le gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila. Ce qui revient à dire, lorsque deux personnes doivent reprocher au gouverneur une gestion opaque, forcément il y a feu. La Cour de cassation devait se saisir de cette affaire partant de la clameur publique, chercher à s'enquérir de ces précisions. En ce qui concerne le président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Poyi, M. Godin Poyi ne fait que son travail conformément à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2008 qui porte sur l'administration de province, qui est de son droit de demander à M. Gentini Ngobila de lui faire rapport de sa gestion de la ville-province de Kinshasa. Mais M. Gentini Ngobila, il regarde tout ce que M. Godin Poyi lui guette, il se fâche et intente, je dirais, n'a pas intenté, mais l'Assemblée provinciale va tenter de destituer M. Godin Poyi pour des faits qui sont peut-être anodins. Il faudrait rappeler que l'Assemblée provinciale, les députés qui siègent dans cette Assemblée ont fait 4 mois sans percevoir leurs émoluments. C'est déjà un problème.
Ce qui revient à dire, s'il y a une main noire qui peut manipuler ces députés, beaucoup de respect pour eux, mais le fait d'être impayé, lorsque une personne, parce que le salaire a un caractère alimentaire, il faudrait se poser la question comment ces députés vivent alors qu'ils ont fait 4 mois sans pour autant être payés et que dans quelques mois nous allons devoir nous rendre aux élections. C'est vraiment un problème. Ils vont tenter de destituer M. Godempoyi, il sera destitué, il va à la cour d'appel, on va casser cette décision. Il est rétabli, lui aussi à son tour va intenter une action pour faire tomber le gouverneur. Fort malheureusement, ça ne marche pas. Et en tout cas, c'est du jeu du ping-pong entre les deux. C'est là en train de ternir la ville. Est-ce que ça profite à la capitale? Cela ne profite pas à la capitale. Ça ne profite pas à la capitale et cela vend une mauvaise image de la capitale. Vous savez, la capitale doit vendre. La capitale est le miroir du pays. Dès lors que rien ne marche au sein de l'Assemblée provinciale, donc, cela revient à dire qu'il y a vraiment de quoi au sein de la République. De ces faits, nous allons suggérer que la Cour de cassation puisse se saisir de cette affaire, interpeller le gouverneur Gentini Ngobila qui va devoir répondre de ce qui lui est reproché par le président de l'Assemblée provinciale, M. Godempoyi, quitte à lui aussi, s'il a une gestion opaque au sein de l'Assemblée provinciale, lui aussi doit répondre de ces faits. N'oublions pas, nous sommes dans un état de droit, comme l'on ne cesse de le dire depuis quelques années. Il faudrait que le droit soit dit. Et quant à l'IGF, elle doit aussi se saisir de cette affaire pour éclairer la lanterne publique. Mais vous le savez que l'IGF avait posé également ses valises à l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a eu tout ce qu'on avait eu comme problème, impayement, gestion opaque, comme vous venez de le dire tantôt. Mais jusqu'ici également, ne sentez-vous pas qu'à un certain moment, toutes ces enquêtes s'est limitées quelque part? Alors, si ces enquêtes sont limitées, nous devrons comprendre que la gestion de la ville, elle est opaque. Parce que toute enquête doit aboutir soit à comment dirais-je, à culpabiliser le gouvernant, à la personne du gouverneur ou du président de l'Assemblée provinciale, soit à laver leur image. Parce que là, nous restons dans les suspense. Nous demandons qu'est-ce qui sera de la ville de Kinshasa dans le mois qui suit. Merci beaucoup. Je donne la parole à Diop Maïlé sur cette question. Je me souviens ici du tweet du vice-gouverneur Jekoko Moulumba sur cette affaire. Je crois bien une semaine après l'émission d'enquête à l'hôtel de ville de Kinshasa, lui-même avait promis un point de presse qui n'avait pas eu lieu. Il avait promis de dévoiler beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir à la tête de cette province, entre les chefs des institutions, est-ce que ça mérite mieux pour cette capitale? Et d'ailleurs, en ce moment où nous sommes en train de préparer les prochaines joutes électorales. Merci, cher Cédric. Vous savez, cette question commence à tarauder les têtes. Hein. C'est une question maintenant qui devient très épineuse au regard de l'allure qu'elle est en train de prendre. Je pense que moi, je vais naviguer un peu dans beaucoup d'aspects, mais je pense que pour la moralité, c'est une question qui vend très mal l'image de la RDC puis l'image de la capitale, voire des personnes qui doivent collaborer, des personnes qui doivent avoir une certaine dialectique institutionnelle, centrée au regard des choses que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas beau pour l'image déjà de la capitale. Et puis ça vend très mal aussi l'image du président de la République, parce que vous savez une chose, ce n'est pas M. Ngobila ou M. Godempoyi qui va présenter un bilan, mais c'est M. Tshisekedi qui doit présenter un bilan. Donc je pense qu'ici, du point de vue cotation, ils sont en train d'affaiblir d'un côté le bilan du président Tshisekedi, parce que vous savez, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une communication pour l'autre côté, pour ceux qui sont de l'opposition. Et je pense que du point de vue image, c'est d'abord une très mauvaise chose. Alors, cette question, je vais la prendre dans plusieurs aspects. Mais avant de prendre cette question dans plusieurs aspects, il faudrait se poser une question. C'est quoi les fondamentales de cette crise? Il faut cerner la crise. Est-ce c'est une crise due à la gestion? Est-ce c'est une crise due à une affaire personnelle? Parce que si c'est une crise due
une question ou une affaire personnelle, on ne doit pas la mener au sein des institutions provinciales. Mais si c'est une crise due à une gestion, c'est là où maintenant il faudrait commencer à donner certaines alternatives dans nos analyses. Par exemple, ici, nous avons des canaux qui peuvent faire que cette crise s'étaise. Nous avons la hiérarchie de ces deux personnes, qu'on appelle le patron de la territorialité. C'est qui? Les ministres de l'Intérieur. Nous avons les conseils d'État. Pourquoi les conseils d'État? Parce qu'il peut y avoir un conflit administratif entre les deux personnes, entre les deux institutions, et administrativement, la juridiction qui traite ces litiges administratifs, c'est le conseil d'État. Il peut y avoir aussi, en dernier ressort, le chef de l'État. Le chef de l'État qui est garant du bon fonctionnement des institutions. On le dit dans l'article 198 de la Constitution, lorsqu'il y a une crise persistante entre les institutions de la province, le chef de l'État a ce pouvoir, excusez-moi pour la tautologie, a ce pouvoir de démettre ou de suspendre le gouverneur en place. Alors, par ma démarche, il faudrait cerner la question. Et c'est une question due à la gestion de la ville de Kinshasa. Ça, c'est question mark. Il faut se poser une question encore. Si réellement, si c'est vrai que c'est une question liée à la ville province, liée à la gestion de la ville province de Kinshasa, est-ce l'opacité de la ville province de Kinshasa, de la gestion de la ville province de Kinshasa, débute seulement 6 mois, 7 mois à peine? Parce que M. Ngobila, il a géré pendant 5 ans. Ça signifie qu'il y a eu des couacs pendant au moins 5 ans ou pendant un moment. Sur lesquels il doit se justifier. Sur lesquels il doit se justifier. Je remets aussi en cause la latence ou la paresse de l'Assemblée provinciale. Parce qu'il faut se poser des questions. L'Assemblée provinciale, comme le stipule l'énonce plutôt l'article 197 de la Constitution, c'est le pouvoir contrôleur du gouverneur de la ville qui est l'exécutif. Il faut comprendre, moi je pense que la question actuellement de la ville de Kinshasa, c'est une question qui est obscure. Les vraies réalités du conflit Ngobila et du conflit Godempoi n'est pas exposé devant les communs des mortels. Parce que si c'était les conflits dus à la gestion, on n'allait pas avoir une hostilité physique. Vous savez qu'entre M. Ngobila et M. Godempoi, c'est l'hostilité physique. Les gens s'entrent entre eux. Physiquement, ça ne passe pas. Mais si c'est réellement, posez-nous des questions, si réellement il y a divergence sur la gestion, pourquoi l'hostilité va arriver jusqu'au physique? Parce que la divergence dans la gestion, nous restons dans cette sphère intellectuelle où physiquement on peut parler, on peut échanger, mais lorsque nous venons dans la sphère du travail, il y a divergence. Donc je pense que actuellement il y a des canaux qui font que il y a des canaux peut-être à utiliser pour que cette crise se taise. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille des élections. Lequel par exemple? Le premier canal ici, c'est la hiérarchie. Les patrons de la territorialité. Parce que nous sommes dans un voilà, état... ils se sont présentés hier. Ils se sont présentés hier. Oui, j'arrive. Nous sommes dans un état interdécentralisé. Quand il y a un couac, lorsqu'il y a transfert du pouvoir, le pouvoir de tutelle a cette capacité de convoquer ses subalternes pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Alors, vous voyez la première alternative, le premier canal est utilisé. Si et seulement si ces deux personnes ne se mettent pas d'accord sur la gestion de la ville de Kinshasa, c'est alors on va utiliser les canaux fatals. Les canaux plutôt fatals, excusez-moi. Ces canaux-là, c'est le chef de l'État. Parce que quand ces deux personnes-là ne vont pas se mettre d'accord, il y aura crise persistante entre l'Assemblée provinciale et la ville-province de Kinshasa et le gouvernement provincial de Kinshasa. Et le chef de l'État peut maintenant s'imposer comme un garant de bon fonctionnement des institutions. Mais à mon humble avis, je ne veux pas que nous arrivions jusqu'à ce niveau. Nous sommes à 2 mois du scrutin. Ces deux personnes-là font partie, physiquement comme intellectuellement ou moralement, spirituellement, de l'union sacrée. Je pense que pour le bien, premièrement, de l'image de Kinshasa, pour le bien de notre famille politique, pour le bien de l'autorité que nous avons entérinée et que nous avons choisi comme un candidat aux prochaines
élections présidentielles, ces personnes-là doivent faire profil bas. Profil bas parce que ça va aussi de leur identité. Vous savez, aujourd'hui, M. Ngobila, je pense qu'il voudra encore gérer la chose publique dans un domaine quelconque. M. Godempo, c'est tarot de la poitrine avec de multiples diplômes, qui voudra encore gérer la chose publique dans les différentes fonctions. Vous pensez que si, par leur manière de faire, ils continuent à empoisonner, moi j'appelle empoisonner, hein, ils empoisonnent leur personnalité de la sorte, est-ce que les Congolais seront bêtes ou dupes de pouvoir encore accorder une certaine responsabilité? Renouveler la confiance? Non, je ne pense pas. Donc je pense aussi que ça va de leur personnalité. Okay. Et il faudrait qu'ils fassent profil bas pour le bien-être des Kinois, le bien-être de la RDC. Et vous savez ce qui nous réunit aujourd'hui, même lorsque nous parlons avec nos amis, nous pouvons avoir une divergence idéologique, c'est le Congo. Je ne peux pas entrer ou inquiéter mon frère parce qu'il a aimé une idée contraire à ma personne. Non. Si réellement nous aimons la RDC, nous devons mettre en évidence nos intelligences et mettre de côté nos divergences. Merci beaucoup, Diop Maël. Je rappelle que vous êtes politologue, proche de l'Union sacrée. Je crois que le débat est clos. Pour ces premiers sujets, on entame l'aspect sécuritaire avec les discours. On appelle ça, dans les termes le plus spécifiques, la harangue militaire, du commandant ou bien chef d'état-major général de nos FARDC. C'était au camp Kokolo, où il vous souviendra, il y a quelques heures, on peut dire 48 heures. Il était devant ces hommes des troupes pour réarmer moralement ces hommes, leur dire que le chef de l'État est prêt à vous donner tout ce qu'il faut pour sécuriser la République. Comme vous allez les constater juste derrière moi, vous avez les images du général Chiwewe en train de réarmer moralement ces hommes des troupes. Sur cette question, je prends d'abord un aspect avec une phrase, je crois c'est une phrase qui a fait la une de certains journaux, voire même certaines éditions du journal Parler. Si tu es un homme, viens, voilà les coups de gueule de Christian Chiwewe. Là, il répond directement au bruit fait tout récemment par le général exilé John Numbi. Je donne la parole à Jérémy Momeka. Comment avez-vous analysé cette réplique farouche? Cher Cédric, en ce qui concerne cette question sécuritaire, je me réalise qu'à un moment donné, beaucoup de gens pensent que la gestion de la chose publique ou de la res publique, c'est pour les intérêts personnels et non pour l'intérêt général. Pourquoi je le dis? Vous savez, le général John Numbi a été à la tête de l'armée depuis un temps. Il a fait sa part, il a fait ce qu'il pouvait faire pour l'intérêt de la patrie. Et on est patriote, on devrait normalement lui jeter des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a quand même servi ses pays, parce que ce n'est pas tout le monde qui a servi les pays. Mais lorsque l'on pense que l'on doit être éternellement au pouvoir, là, c'est compliqué, c'est inconcevable. Comment pouvez-vous imaginer un général de son état et de son niveau qui accepte de taper les leaks, de tenir des propos que moi je considère irresponsables à l'endroit des institutions de la République? Et il fait même des menaces qui ne sont pas propres à son rang. Et c'était tellement normal pour le chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, de répondre à ce genre de propos. Parce qu'à un moment donné, nous pensons que, puisqu'on a été général, ou puisqu'on a contrôlé le système pendant un temps, et que l'on a à tout moment la possibilité de l'affaiblir. Alors que la politique, c'est pas comme ça. Vous pouvez avoir les contrôles aujourd'hui, et demain ou après-demain, les contrôles vous échappent. Ce que nous sommes en train de voir, ou ce que nous avons vu avec le général John Numbi, en tout cas c'est désolant,
c'est irresponsable et c'est anormal. C'est anormal à Sora de tenir des pareils propos. Moi, je me dis des fois, les politiciens, les soldats et j'en passe, à un moment donné, lorsqu'ils sont dans la gestion, ils doivent comprendre que quand on gère, c'est pour servir d'exemple, pour que ceux qui viendront après vous puissent vous prendre comme des modèles. Mais si vous pensez que vous pouvez servir pour juste vos intérêts personnels et non pour l'intérêt de la République, ne pensez pas que vous serez des modèles, mais bien au contraire, les gens vont se servir de vous comme des modèles qui ont empoisonné la République, des modèles qui n'ont pas servi la République, des modèles qui ont détruit la République. Et ça, pour une personne qui accepte de faire carrière ou une personne qui accepte de servir son pays et garder une telle image, en tout cas, c'est vraiment regrettable. Personnellement, j'avais regretté les propos du général John Nung et à travers une vidéo, j'avais essayé de répondre au général John Nung. Je pense que les gens qui me suivent sur Twitter avaient quand même vu cette vidéo. Mais quand j'ai vu la réponse du général Christian Chiwewe, j'avais trouvé que c'était vraiment une réponse qui tenait debout, une réponse qui méritait son pesant d'or. Et moi, je me réalise que de partout où il se retrouve, à travers cette réponse, il a compris qu'aujourd'hui, les forces armées sont tellement prêtes à affronter toutes les réalités qui vont se présenter, puisque au-delà de tout, c'est la patrie qui doit gagner. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la question qu'il a posée aux généraux. Il a posé à toutes les troupes s'ils sont prêts à en finir avec l'ennemi de la RDC, parce que vous le savez très bien, la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est du pays. C'est sur cet aspect que je donne la parole à Raoul Lugamba avec une question sur cet aspect sécuritaire. Les FARDC aujourd'hui, on parle de la montée en puissance de notre force loyaliste. Vous le savez très bien que nous avons un problème, un souci dans la partie est du pays, Nord Kivu et Ituri, qui étaient sous état de siège. Le chef de l'État a pris la décision tout récemment d'alléger petit à petit cette mesure. Ça veut dire l'administration civile va commencer à revenir petit à petit, mais au moins l'armée est en train de monter en puissance. N'est-ce pas un aspect à louer? Et ne pensez-vous pas que cela amènerait la République à gérer totalement son territoire? Vous savez, il y a un auteur qui a dit « La lutte politique est une bêtise que seule l'armée peut libérer. Ce qui nous a été pris par la guerre ne peut pas être repris par le dialogue. » Le général Christian Chiwewe a bien dit que le FARDC sont prêts à combattre pour restaurer l'intégrité nationale de cet État. La partie Est de la République est agressée il y a de cela plus de 2 décennies. Et aujourd'hui, avec l'avènement du président de la République, M. Félix Tshisekedi, il essaye de restaurer l'intégralité de l'État de toutes les voies par la diplomatie et par la guerre. Aujourd'hui, si le FARDC décide de reprendre les terres occupées par les M23, la RDC va restaurer son intégrité. Mais il y a quelque chose qui cloche, c'est la politique. Comme je l'ai dit à mon préambule, la politique est une bêtise que seule l'armée peut libérer. Ce qui nous a été pris par la guerre ne peut être restauré que par la guerre. La politique avec les arrangements, assez souvent, ça ne marche pas. Soit on sera obligé de céder une partie de notre territoire, comme le veut la Russie pour l'Ukraine. Vous imaginez le Rwanda quitter la RDC juste parce qu'on lui demande? Non. Ils vont vouloir soit prendre une partie de la RDC Bunagana ou prendre, je ne sais pas moi, le Rutshuru. Partout, ils vont trouver qu'il y a un intérêt pour eux. C'est là qu'ils vont décider de s'en aller. Ils vont récupérer un territoire, puis par après s'en aller. Ce que nous allons demander au chef de l'État, c'est d'essayer un peu d'oublier ces voies politiques. On a intenté les voies politiques pendant autant d'années. Ça n'a pas fonctionné. Essayons la guerre. Également.
Mais quand même, ils privilégient la diplomatie parce que nous avons l'EAC qui est déployé dans cette partie du pays. Nous avons la MONUSCO qui en a déjà fait plus de 25 ans au-delà. Voilà, il est en train d'aller sur cette voie-là pour quand même que la paix revienne. Mais si on regarde l'avènement de la MONUSCO elle est venue comme la MONUC, voilà, la MONUSCO, l'ONU. Elle a envoyé ses militaires, ils sont venus sous la mission de la MONUC. La MONUC, elle se transforme maintenant à MONUSCO. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que cette armée a fait au sein de la République? Pendant 2 décennies, la guerre ne fait que persister, alors qu'ils sont venus pour maintenir la paix. On doit comprendre qu'elles ont déjà failli à leur mission. Le Mali demande un retrait urgent à la MINUSMA de se retirer de leur territoire parce qu'ils ont compris qu'ils devraient se prendre en charge. C'est comme ça que vous allez comprendre, nous ne soutenons pas les forces irrégulières qui sont en train de combattre pour restaurer l'intégralité de la République, mais nous allons demander à l'armée de reprendre ses forces et surtout que les agences de renseignement essayent un peu de bien cerner certaines informations parce qu'il y a des lâches au sein de l'armée, il y a de ceux qui divulguent les secrets de l'armée. C'est quelque chose que nous devons apprendre de la mort du colonel Mamadou Ndala qui est mort pour le sacrifice suprême. Nous pensons que si l'armée devrait se mettre à combattre pour restaurer l'intégrité de l'État, la RDC reviendra à son niveau comme aux années où le maréchal Mobutu était en train de gouverner, la République était respectée et notre armée était au sommet de... Mais la force de l'EAC a été déployée quand même dans cette partie du pays pour redonner également la paix. Ne pensez-vous pas que le travail est en train d'être abattu? Mais nous devons nous poser la question, quelle était la mission de l'EAC? Elle avait une mission, je pense bien, de 3 mois ou 6 mois. Elle a failli à cette mission. Et la population, les autochtones, ne veulent pas de l'EAC. Ils sont accusés de connivence avec le rebelle de M23. Et tout ça, le chef de l'État, on l'a suivi lors d'une vidéo, lorsqu'il s'adressait au chef de l'État du Kenya. Vous êtes là pour... Cela revient à dire que le chef de l'État lui-même a compris qu'il y a de couac. Et que cette armée ne sert pas la République, elle est au profit de cette armée rwandaise sous la casquette du M23. Et si la République, on devrait concentrer nos forces, nous unir pour combattre le M23, nous pensons bien que tout ira bien. Souvenons-nous que la SADC a eu à travailler pour la République et la paix a été restaurée à ces temps-là. Merci beaucoup, cher Raoul Lugamba. Je rappelle, vous êtes indépendant. Je donne la parole à Prince Itokola. Il est du parti UND, parti de l'Union Sacrée de la Nation, sur cette même question. Mais je prends ici avec la MONUSCO premièrement. Il vous souviendra très bien que dans l'Est du pays, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la MONUSCO aide pas mal un bon nombre de populations, des fois qui sont confrontées à la guerre, confrontées à plusieurs choses. C'est un aspect également sur l'aspect électoral. Vous le savez déjà que la MONUSCO nous a toujours aidé au déploiement de matériel, surtout dans certaines localités où il n'y a pas accès des véhicules et tout. La MONUSCO a toujours abattu ce travail. N'est-ce pas demander à la MONUSCO de quitter tôt? C'est aussi une faute grave peut-être que la République commet. Oui, merci beaucoup, cher Cédric. C'est une belle question. Moi, je crois bien, je l'ai tantôt dit toujours, qu'un esclave, c'est celui qui est assimilé aux travaux, mais sous l'ignorance qu'il était esclave. Mais un esclave qui connaît mieux qu'il est esclave finit toujours par se chercher un chemin pour être libéré. Je reviens à la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la MONUSCO sous la casquette de blanc voudrait nous montrer que c'est elle qui nous aide. Or, aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est pas le cas. Oui, elle a toujours financé voilà. certainement. Mais est-ce que réellement, cette MONUSCO-là
fait son travail comme il fallait. Aujourd'hui, même si vous descendez sur la rue ou vers la population, elle va vous dire, la population, je ne parle pas des politiques, je parle de la population. Même de là où la MONUSCO présente ses aides, vous allez comprendre que même la population a refusé. Pourquoi? C'est parce que lorsque cette MONUSCO vient avec ses soi-disant aides, il vient nous imposer ses ordres. Vous verrez que même quand vous allez faire des investigations par rapport à la guerre à l'Est, même cette MONUSCO est impliquée. Parce qu'elle est là depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, la guerre ne finit pas. Au moment où elle veut partir, elle nous garantit, non, je ferai ceci, je ferai cela. En tout cas, moi, je ne soutiens pas que cette MONUSCO-là reste. Parce qu'aujourd'hui, si nous déclarons que la MONUSCO parte, c'est pour dire que nous pouvons être capables de travailler ou de survivre de nous-mêmes. C'est ça l'expression qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, je sais qu'un État il ne se suffit pas. C'est-à-dire qu'un État, pour que l'État vive, il faudrait qu'il y ait peut-être des aides ou d'autres forces extérieures qui peuvent l'aider. Mais aujourd'hui, pour la MONUSCO, moi, je ne trouve pas qu'il y ait encore notre intérêt que cette MONUSCO-là parte, parce que vous verrez que nous déclarons que la MONUSCO parte, mais nous sommes en train d'organiser nos élections. Et quand je vous parle, il y a même des matériaux qui sont déjà déployés dans des provinces. Mais ce n'est pas la MONUSCO qui le fait. Vous comprenez? Vous le savez que le président lui-même de la CENI avait demandé à ce que cette force reste encore sur les sols congolais par rapport à cet aspect électoral. Non, mais c'était juste, vous le savez, c'était juste pour contrôler le processus électoral. C'est-à-dire que la crédibilité des élections. Ça, c'est là, nous sommes en train de parler peut-être des observateurs, ainsi de suite, pour assurer. Vous avez même, quand il fallait auditer le fichier électoral, il a fallu qu'il y ait des experts, il a fallu qu'il y ait des observateurs étrangers. C'est dans cet aspect-là qu'on appelle à la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est un organe venant de l'ONU. Et comme nous sommes dans l'organisation de l'ONU, c'est une organisation internationale. C'est pour cela, peut-être, la CENI demande à cette MONUSCO juste pour vérifier la véracité, c'est-à-dire la sincérité des élections. Et non demander à ce que sans la présence de la MONUSCO, nous ne vivrons pas. Non, moi je ne soutiens pas cette idée, parce que je suis sûr que depuis que la MONUSCO là est là, elle nous a menti avec de petites choses en nous piégeant. En nous piégeant avec ces choses, il vous donne le gâteau. Après le gâteau, il va vous tuer ou il va prendre une vache à la place d'un gâteau. Vous comprenez au moins? Moi, je soutiens que la MONUSCO parte. Sinon, il n'y aura pas d'impact, même si elle partira. Nous ne serons pas dans des difficultés. Merci beaucoup, Prince Sitoko. Là, je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée du parti UND. Je donne la parole à Joe Maele avec une question toujours sur cet aspect. Au moment où je suis en train d'animer cette émission, dans l'est du pays, il y a la société civile et les collectifs des victimes de l'agression rwandaise qui sont en train de manifester contre, et ils demandent à ce que la force de l'EAC quitte nos territoires. Mais aujourd'hui, vous le savez très bien que depuis que cette force a été déployée, même les menaces contre la ville de Goma n'ont pas eu lieu. N'est-ce pas? Peut-être que cette force a aussi apporté un vent nouveau dans cette partie du pays. Jean-Cédric, merci beaucoup. Mais je commence par cette périphrase. Je peux vous dire le jour où une famille avait pris le pouvoir dans ce pays. Parce que c'est grâce à ces jours-là que le Congo a connu une page très sombre. Vous savez, aujourd'hui, si M. Kabila, les pères, Moïse n'avait pas pris le pouvoir, ou n'avait pas pacté, ou n'était pas assoiffé du pouvoir, le Congo n'allait pas avoir cette page sombre de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est avec amertume que nous constatons encore l'insécurité qui règne à l'est du pays. C'est parce qu'il y a des gens... Mais on reconnaît en musée quand même il ne faudrait pas reconnaître certains aspects, certains mérites. Il ne faudrait jamais reconnaître à musée certains mérites. Dans les jours qui viennent, nous allons tenir un point de presse pour mettre en doute les titres de l'héros national remis à Moïse Laurent Désiré Kabila. Non.
Vous savez, c'est vrai ça. Oui, vous savez, la beauté avec cette nouvelle génération, c'est que nous sommes des personnes très intellectuelles et studieuses plutôt. Parce que nous connaissons l'histoire, nous avons les fondements scientifiques et on ne peut pas vulgariser des argumentaires bêtement comme ça. Vous savez, quand vous entrez dans Google, ici ou soit sur des dictionnaires, quand vous définissez les concepts héros, on ne croit pas ça à qui bêtement comme ça. Une personne qu'on appelle un héros, c'est une personne qui pose des actes extraordinaires. Et Musée Laurent Désiré Kabila, regardez, depuis son avènement jusqu'à sa mort, quels sont les actes extraordinaires qu'il a posés au profit de la population de la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un monsieur qui a voulu enquérir le pouvoir. Déjà, même quand il est venu au pouvoir, c'est un monsieur qui était autocrate. Parce qu'il se disait qu'il voulait renverser le régime Mobutu pour que lui-même, il installe la démocratie. Mais Musée n'a jamais géré avec la démocratie. Donc, vous allez constater que s'il y a aujourd'hui une page de l'histoire, des personnes qu'on doit effacer, je ne pense pas que je suis dans les infractions, des personnes qu'on doit effacer, ça m'engage que moi, Musée Laurent Désiré Kabila, et les 18 ans passés, on devrait les effacer. Moi, je pense qu'il doit avoir Kasavubu, Mobutu et puis Tshisekedi Félix. Je pense que c'est ça. Ok, alors, allez-y. j'ai entendu mon frère, que j'aime beaucoup, dire une chose, jeter les fleurs à M. Numbi. Je pense que ça, c'est une erreur. Il faudrait plus les dire. On ne peut pas Là, c'est Jérémy Momika qui l'a dit. On ne peut pas jeter les fleurs à M. Numbi. Oh. 2008. Est-ce qu'il a vraiment compris le contexte? Non, même pas les contextes. Déjà, quand vous dites la phrase, c'est quelqu'un qui est vrai dans l'armée congolaise, dans la police, il faudrait les jeter les fleurs. Non. Oh. 2008. S'il vous plaît. 2008. M. John Numbi réprime sauvagement les BDK, les Bundudia Congo. Il y a plusieurs morts. En 2008. 2010, M. John Numbi est accusé d'avoir participé dans l'assassinat de M. Bazana et M. Chebea. En 2017, M. John Numbi est accusé d'entretenir la sécurité au Katanga. En 2021, on est parti découvrir dans la maison de John Numbi des armes lourdes et des kits médicaux. À moins que je sache plutôt, M. John Numbi n'est pas un médecin. Mais qu'est-ce que faisait les kits médicaux dans sa maison? Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de M. Numbi, il ne faudrait même pas employer des vocabulaires positifs envers sa personne. Parce que la science nous dit ceci. Je pense que même les communs des mortels le savent. Une personne qui est dans l'armée, une personne qui est dans la police, il est ce qu'on appelle apolitique. Okay? Donc quand on dit apolitique, c'est une personne qui ne peut pas même jeter un mot dans la politique. Mais je n'ai pas compris dans quelle casquette M. Numbi faisait sa dernière apparition pour se jeter pleinement dans la politique. Et ces personnes-là, nous, étant que communicateurs de l'Union sacrée, nous devons les traiter rigoureusement. C'est une personne aujourd'hui, lorsque nous la mettons dans la société congolaise, qui n'est pas un modèle à suivre. Parce qu'il a un passé sali, empiété par des sales histoires. Donc je pense que lorsqu'on parle de M. John Numbi, aujourd'hui, c'est un monsieur qui doit être extradé en République démocratique du Congo et jugé selon les normes et règles congolais. La question de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo. Vous savez, ici, c'est très important, il faudrait définir la contexture de la MONUSCO. C'est quoi la MONUSCO? Ou c'est quoi la MONUC? Des choses. MONUSCO et MONUC, dans la contexture de la structure, c'est ce qu'on appelle, ce sont des institutions ad hoc. Quand on dit ad hoc, ça signifie c'est circonstanciel. Ce ne sont pas des institutions permanentes, comme les conseils de sécurité, comme la CPI, comme la Cour de justice internationale. Non. La MONUSCO, c'est une institution créée pour l'insécurité. Quand l'insécurité c'était, la MONUSCO aussi va disparaître. Donc, il ne faudrait d'abord pas faire de la MONUSCO une institution permanente.
Ici, c'est au travers le gouvernement congolais que la MONUSCO est venue. En 1999, c'est Mouzé qui a appelé au Conseil de sécurité quand nous envoie des casquets bleus. Mais si le gouvernement congolais aujourd'hui, au travers du président de la République, qui a tenu un discours du haut de la tribune, qui dit qu'on ne veut plus de la MONUSCO, il faudrait que la MONUSCO parte. Est-ce qu'ils devront nous refuser cette démarche? Non, je ne pense pas. Ici, il ne faudrait pas faire de la MONUSCO une institution permanente. Non, non, non. Parce que si on fait de la MONUSCO une institution permanente, c'est comme si on voudrait que l'insécurité règne totalement en République démocratique du Congo. Concernant la question de l'EAC, je pense que le gouvernement congolais et nous autres, nous avons évalué les rendements de l'EAC. Le gouvernement congolais et nous autres avons tenu bon que l'EAC plie ses bagages parce que les rendements n'ont pas été positifs comme nous l'avons voulu. Je pense que d'ici le 8 décembre, suivant les propos du porte-parole du gouvernement, l'EAC va plier les forces de l'EAC devront plier ses bagages, devraient plutôt plier ses bagages pour partir. Donc je pense que tout part de l'appréciation du gouvernement. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le gouvernement congolais savait que la guerre avait, cette crise d'insécurité avait des soubassements. Un soubassement interne et un soubassement externe. C'est pourquoi nous avons travaillé sur les deux dimensions. Nous avons travaillé pour rétablir la paix, pour asseoir la paix. Parce qu'il faudrait savoir que nous ne voulons pas seulement éradiquer les M23, mais nous voulons asseoir la paix dans la zone est du pays. Alors pour asseoir la paix, il faudrait utiliser les deux dimensions. Le gouvernement congolais, depuis l'accession de Tshisekedi, président au pouvoir, nous avons entrepris des démarches tant sur la dimension diplomatique que nous avons assis aussi notre armée. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'armée congolaise peut s'en procurer la logistique pleinement et facilement, sans pourtant faire recours à un régime de notification. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'armée congolaise ne peut plus brasser ce que nous appelons hier les rebelles au sein de l'armée. Parce qu'il y a eu une recommandation du Parlement disant qu'on ne peut plus brasser. Alors, vous allez comprendre que l'armée congolaise aujourd'hui a des recrues qui peuvent défendre le couleur de la nation. Donc, avec toutes ces dimensions, je pense que M. Tshisekedi a été très stratégique en faisant appel à l'EAC. Et lorsque l'EAC vient, nous aussi, nous sommes en train de fignoler nos stratégies du point de vue interne pour remonter notre armée, pour restructurer quantitativement et qualitativement l'armée congolaise. Et je pense que dans peu de jours, les M23 sera défait. Nous allons récupérer Bunagana. Et le grand souci de M. Félix Antoine Tshisekedi, il ne faudrait pas oublier, ce n'est pas les M23, mais c'est la stabilisation pacifique de l'Est. Parce que la stabilisation pacifique de l'Est prend les deux zones de Kivu, prend la province aussi de l'Ituri. Donc il faudrait stabiliser. Alors pour stabiliser, il faudrait fignoler les stratégies, il faudrait asseoir l'armée congolaise, il faudrait asseoir l'administration. Et c'est à partir de ces choses-là, il faudrait aussi impliquer la population. Parce que vous allez savoir, lorsqu'on a commencé avec l'état de siège, on a eu à démanteler plusieurs groupuscules des Congolais qui travaillent en connivence avec des groupuscules armés. Donc il faudrait aussi faire approprier cette dimension de la paix aux communs des mortels qui sont du côté de l'Est du pays. En tout cas, merci beaucoup, Joe Maël. Et je rappelle que vous êtes politologue, proche de l'Union sacrée de la nation. Je remets encore la parole à Raoul Lugamba. Vous êtes indépendant. Oui. Avec une question, c'est bien sûr, on parle des retraits sans condition de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité a déjà décidé sur la question. Il a dit ils sont prêts pour que la MONUSCO quitte les sols congolais. Mais on revient dans un aspect, c'est toujours par rapport au chapitre sécuritaire. Aujourd'hui, une force d'autodéfense est dans l'est du pays en train de déloger les rebelles de toutes les localités occupées. Je parle ici de Ouazalendo. Avec une question, c'est que cette force, depuis qu'elle a commencé, elle fait bouger même les lignes extérieures. Je parle ici du communiqué des États-Unis d'Amérique, et ils nous appellent à une désescalade militaire
et il nous demande les dialogues. Dialoguer avec les M23, dialoguer avec qui que ce soit. Est-ce que c'est important? Bon, avant d'aborder cette question, politologue de son état, M. Joe Maele, m'a abasourdi d'entendre ce propos de regretter les 18 ans de M. Joseph Kabila, y compris les 4 ans de Laurent Désiré Kabila. Pour lui, Laurent Désiré Kabila n'a pas fait 4 ans. 97 en 2001. Laurent Désiré Kabila n'a fait que 2 ans et 8 mois. S'il vous plaît, 1997 en 2001. S'il vous plaît, Jérémy Moumeka, c'est pas votre attente quand même. S'il vous plaît, qui a géré? Non, ça c'est s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'étais en train de dire, je suis abasourdi d'entendre le propos d'un politologue, M. Joe Maele, regretter le 4 ans de pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila, y compris le 18 ans de M. Joseph Kabila. La grande question qu'il faut se poser en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, politologue de son État, interrogeons-nous en 1993, lorsque M. Habyarimana, président du Rwanda, est tombé sous l'effet du coup d'État par le président Paul Kagame. Que dit le Premier ministre en fonction à l'époque, le sénateur Léon Kengo Adondo? Le Conseil de sécurité de l'ONU demande impérativement à M. Mobutu d'ouvrir ses frontières et demander à ce que les anciens, disons pas les anciens, mais les militaires rwandais qui étaient du camp de M. Habyarimana venir dans des camps de réfugiés à l'est de la République avec des armes. Ça, c'est une aberration. Le premier ministre de l'époque, M. Léon Kengo Adondo, s'était opposé. Mais vu que Mobutu devrait protéger son pouvoir, il a accepté cela. C'est là le préambule de la guerre, même pas le préambule de la guerre. Revenons à la jeunesse de la guerre. En 1970, le président Mobutu change quelques dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours du couac. En 71. Merci. En 71, le président Mobutu change quelques dispositions en ce qui concerne la nationalité. Son directeur de cabinet à l'époque, qui c'était? Bisengimana, qui il était? Un étudiant rwandais qui va jouer la carte aux avantages de ses frères qui étaient venus étudier. C'est ainsi la jeunesse de la guerre. En 93, le président Mobutu autorise les rebelles. En 94, le président Mobutu autorise les militaires rwandais venir au sein de la République avec des armes. Ce qui viole même le loi qui régisse, le traité qui régisse le camp des réfugiés. Les réfugiés ne peuvent pas porter des armes. Mais Mobutu l'a accepté. Et aujourd'hui, ces personnes, ils ont compris qu'il y avait du miel, il y avait du gâteau au sein de la République. Ces mêmes armes se sont retournées contre nous. Et c'est ainsi, Laurent Désiré Kabila, ayant compris que le Congo battait déjà de l'aile, il va conquérir le pouvoir d'une manière illégitime, illégale plutôt. Il a été légitimé par le peuple parce que le peuple avait marre du président Mobutu et il fut accepté. Mais lorsque vous parlez, vous regrettez les 18 ans de Joseph Kabila. Joseph Kabila, je vais en terminer. Joseph Kabila, sur son discours du 19 décembre, avant la passation du pouvoir, non, son discours, je pense bien, entre 19 décembre ou 23 décembre, avant la passation du pouvoir, il a bien dit, je n'étais qu'un jeune quand j'ai eu le pouvoir. L'œuvre humaine étant imparfaite, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais souvenez-vous d'où le Congo était et aujourd'hui où nous en sommes. J'ai clôture en ce qui concerne cette question. Et quant à l'escalade militaire, plutôt des escalades militaires avec l'Ouazandendo, il y a un général de guerre japonais qui a dit « Lorsqu'on attaque un peuple et qu'on lui prive de voie de sortie, ils se battent jusqu'au dernier souffle pour en trouver. » Ce qui revient à dire, le peuple a été meurtri, il ne savait plus quoi faire. Et le gouvernement, c'est vrai qu'ils sont en train de se battre pour remédier à la question. Mais ces jeunes se sont pris en charge, comme l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Mouzé Laurent a tenu autant de propos pour consolider la paix, pour émettre des avis patriotiques pour redorer l'image et l'amour à la nation. C'est ainsi que ces jeunes hommes, je n'encourage pas le groupe de rébellion de prendre des armes au nom de l'armée régulière. Mais s'ils l'ont quand même fait à quelques... Je peux dire ce qu'ils ont fait, c'est quand même bien.
Et que si aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis nous demandent de dialoguer avec le rebelle du M23, avec le Rwandais, il faudrait comprendre qu'ils ont compris que le Rwanda est à bout de souffle et que M. Kagame n'a plus assez de moyens pour faire la guerre et que les personnes qui étaient censées faire la guerre ont été meurtries par le fait de la guerre et il n'y a plus assez de gens pour combattre. C'est ainsi que vous voyez, on nous demande un dialogue pour éviter des escalades. Qui n'est pas conventionnel, mais qui est en train d'opérer sur les sols congolais. Justement, c'est un groupe patriotique, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'encourage pas le groupe rebelle, parce qu'il y en a autant. Vous avez les Maï Maï, vous avez, je ne sais pas moi, autant de groupes rebelles. Je ne l'encourage pas. Je le dis, lorsque vous êtes attaqué et que vous n'avez pas d'issue de sortie, vous allez vous battre parce que vous savez que vous êtes déjà mort. Si vous ne vous battez pas, vous allez mourir. Mais autant se battre pour espérer la vie. C'est ce que le groupe Wazalendo est en train de faire. J'aurais bien voulu que ce soit l'armée régulière. Mais avec la politique, je l'ai encore dit, la politique est une bêtise que seule l'armée libère. Ce qu'on nous a eu par la guerre ne sera jamais restitué par les dialogues. Très pertinent, cher Raoul Lugamba. Vous êtes indépendant. J'ai retenu quelques éléments que vous avez décelés tout à l'heure dans cette émission. Il y a quelqu'un qui nous suit quelque part. Il s'appelle Monsieur Antoine. Il nous appelle depuis Bumbu. Et il est en train d'apprécier l'émission. Avant de donner la parole à Jérémy Ouemekaya également dans les forums Thermoniu, il y a des gens qui réagissent pour essayer un peu de poser certaines questions, notamment sur la progression de Wazalendo. Aujourd'hui, tout porte à croire que ces jeunes sont déterminés à récupérer toutes les localités occupées. Voilà pourquoi même les communiqués de l'administration, des responsables de la province du Nord Kivu, ils ont demandé à ce que dans toutes les localités occupées, que l'administration revienne. Ça veut dire toutes les personnes ayant l'administration dans leur charge, ils doivent revenir et puis continuer avec l'œuvre de l'État. Et voilà, je reviens encore avec un aspect, une question à Jérémy Ouemekaya. Aujourd'hui, montée en puissance des FARDC, le général Christian Tchoué nous a dit à la fin de 6 mois, nous allons assister à des nouvelles troupes, à des nouveaux hommes militaires qui vont sortir de leur caserne pour sauver, protéger ces territoires. Mais partout où j'ai suivi, presque dans les réseaux sociaux, les gens qui réagissent, presque partout, ils posent un problème. Aujourd'hui, est-ce que notre armée, peut-on dire que les hommes qui se battent au front sont bien gérés, sont bien traités? On se pose cette question. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher Cédric, pour la question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais rencontrer un peu mon camarade Diomaele, qui dit dans quelques jours, il pourra organiser, je ne sais pas s'il est seul ou il est avec une équipe, et il va organiser un point de presse pour dire que Mzee Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être appelé héros national. Moi, je pense qu'à un moment donné, aussi bien que nous sommes des lignes sacrées, c'est un avis personnel. Oui, aussi bien que nous sommes des lignes sacrées, avant de poser certains actes, il faut avoir l'état de réfléchir. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les régimes Kabila. Commençons par Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, je n'ai jamais été d'accord. Mais à un moment donné, il faut comprendre que lorsque quelqu'un gère, il a toujours un bilan. Et ce bilan est constitué des actifs et des passifs. Il peut avoir des passifs qui sont plus nombreux que ses actifs, mais au moins, il a quand même ses actifs aussi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Mzee Laurent Désiré Kabila est venu libérer les peuples congolais qui étaient sous la dictature de Mobutu pendant 32 ans. Je pense que un guerrier comme Mobutu, venir les rencontrer ou venir l'affronter, c'était pas facile.
Et quelqu'un qui les fait, aussi bien qu'il a ses mots, aussi bien que nous pouvons reprocher à Mosé Laurent Désiré Kabila beaucoup de choses, il faut quand même reconnaître quand même aussi ses mérites. Mosé Laurent Désiré Kabila, qui est mort en fonction, en quelque sorte, on dira, il est mort pour les pays, il faut quand même les reconnaître. Pourquoi dire que Mosé Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être appelé héros national, alors que Mosé Laurent Désiré Kabila est mort en pleine fonction pour la cause ou pour l'intérêt de ces pays? Ça, c'est pour un politologue, je ne pense pas que ça tient debout. En dehors de cela, il dit, j'ai dit pour John Numbi, il mérite des fleurs, et ainsi de suite. Mon frère, nous savons tous que chez nous en politique, on dit, lorsque les textes se dissocient de son contexte, ça devient un prétexte. À un moment donné, lorsque vous êtes en plein débat, il faut chercher comment comprendre qu'est-ce que la personne a voulu dire et il est dit. Expliquez-moi alors ce que vous aurez. J'en arrive. Il a voulu le dire dans quel contexte? J'étais ici en train de dire que le général John Numbi a fait son temps. Et normalement, pour un homme qui a servi la République, il doit chercher à garder les côtés positifs. Ce n'est pas important de chercher comment dire des choses qui pourront plutôt te salir un jour, qui pourront les salir un jour. Le général John Numbi pouvait chercher comment garder les mérites du travail qu'il a fait ou qu'il a fait pour l'intérêt de la nation. Mais lorsqu'il cherche à tenir des propos qui sont irresponsables, parce qu'au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a géré et qui a servi l'armée. Et en servant l'armée, état un humain, il a ses côtés positifs et il a ses côtés négatifs. Mon camarade me dira, quand on parle du général John Numbi, il ne faut même pas dire quelque chose de positif sur lui. Mais on est, à un moment donné, il faut être scientifique. Comment quelqu'un qui a servi les pays pendant plus d'une année, vous direz qu'il n'a pas de côté positif? Ça c'est vraiment... Ok, plus rapidement, la question est posée. J'étais en train de dire que moi, je ne suis pas d'accord avec les propos de John Numbi. D'ailleurs, j'ai été le premier à condamner ces propos, à les fustiger, et je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui menace les institutions de la République. Je ne suis pas d'accord avec lui, et je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui tient des propos irresponsables comme ça. Alors, par rapport à votre question qui est liée à la montée en puissance des FARDC, cher Cédric, il faut comprendre que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous vivons dans la quiétude, nous vivons dans la paix, nous sommes calmes. Ici, vous pouvez vous réveiller, vous sortez, vous vaquez librement à vos occupations et vous rentrez le soir dans la tranquillité. Mais nos frères et sœurs, nos compatriotes, bien entendu, qui sont à l'Est, ne vivent pas la même situation que nous qui sommes à Kinshasa. Lorsqu'ils se réveillent, ils se disent, bon, aujourd'hui je me suis réveillé, ou aujourd'hui nous sommes réveillés. Comment est-ce que nous allons passer cette journée et comment sera le soir? Parce qu'à tout moment, vous pouvez entendre de gauche à droite des coups de balles, vous pouvez entendre de gauche à droite des bruits, dans les sens trop de tueries, trop de morts, ainsi de suite. Et là, je me réalise que ces compatriotes méritent aussi la paix. Ces compatriotes méritent aussi de vivre dans la quiétude. Ces compatriotes méritent mieux parce qu'ils ont souffert plus de 18 ans. Voilà même l'objectif majeur de Ouazalendo. C'est ça même l'objectif majeur de Ouazalendo. Vous allez vous rendre compte que ces jeunes compatriotes ne ménagent aucun effort pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Et ils se sont engagés parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes tous des compatriotes. Mais à un moment donné, il faut comprendre que lorsqu'il faut sacrifier sa vie pour l'intérêt de la nation, je vous dis, aussi bien que nous sommes tous des compatriotes, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, commencent à se retirer. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se rétracter, à se dire, voilà, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'engager dans tel front. Mais ce que nos compatriotes sont en train de faire aujourd'hui, je pense qu'ils méritent nos éloges et ils méritent les soutiens de tous les Congolais en général et beaucoup plus nous qui sommes à Kinshasa dans la paix en particulier. Merci beaucoup Jérémy Momeka. Je rappelle que vous êtes cadre du parti FP, Force des Patriotes. Il y a même certains qui proposent à ce qu'il y ait collecte des fonds pour encourager
ces jeunes qui sont au front en train de... Non, ils méritent mieux, ils méritent mieux. Justement, mais je suis... il me reste peu de minutes. Peu. Et je suis dans l'obligation de partager quelques secondes à tout un chacun. Mais je peux répliquer quand même. Dans mes secondes, je vais répliquer si ça vous... Si ça consiste, n'allez pas au-delà. Non. Justement. Alors, je commence avec Diomaye. Plus rapidement, et on finit les débats. Merci, cher Cédric. Je pense que lorsque je parlais, j'ai voulu que mes frères me rencontrent avec des faits. Malheureusement, ils ne m'ont pas rencontré avec des faits. Lorsque on analyse, on tient compte des faits qui sont présents et des faits qui sont passés. C'est sur ça que se fonde l'analyse politique. Lorsque j'ai dit, je veux mettre en cause les titres de l'héros national de M. Kabila, oui, je l'ai dit, je l'avais dit encore, parce que quand on octroie à une personne un titre, c'est sur base des faits ou des réalisations. C'est sur base de ça qu'on octroie une personne. Non, on arrive, s'il vous plaît, mourir en pleine fonction, c'est pas un fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Jérémy, quand une personne meurt en pleine fonction dans une institution, ce n'est pas un argumentaire pour l'octroyer les titres d'héros national. Quelqu'un qui est s'il vous plaît, Jérémy Momeka, c'est pas votre temps d'antenne quand même. S'il vous plaît, ne soyez pas agité. Tolérance quand même. Vous paniquez pour tolérance quand même. Vous paniquez pourquoi? Allez-y. En 1990, 89-90, le monde a connu, s'il vous plaît, écrivez ou soit allez vous documenter sur ça. S'il vous plaît, c'est pas votre temps. C'est très important. Allez vous documenter sur ça. Allez-y. Je crois que vous avez déjà consommé. 1989-90, le monde a connu ce qu'on appelle la perestroïka. Les débuts, s'il vous plaît, les débuts de la démocratisation. Donc ça signifie que M. Mobutu devrait laisser le pouvoir d'une manière démocratique. C'est pourquoi on avait organisé la conférence nationale souveraine, ce qui devait nous introduire dans la Troisième République. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait cette opportunité de pouvoir prendre les armes ou pas pour venir au pouvoir. Le 3 mai 1900, s'il vous plaît, le 3 mai 1997, là c'est de l'histoire. Il y a ce qui est organisé avec la médiation de Mandela, la rencontre de Lutenika. Cette rencontre avait pour motivation quel élément? La transition de la République démocratique du Congo, mais d'une manière pacifique. Qu'on permette à Mouzé... Ce sont des éléments très importants. Mais vous êtes allé au-delà. Qu'on permette à Mobutu de sortir au pouvoir, mais d'une manière honorifique. Lorsqu'on parle de la nationalité congolaise, sous M. Mobutu, jamais la RDC a connu des pépins sécuritaires à l'est du pays. Sauf les guerres du Chaba, 1978 et 1999. La question de la nationalité, Mobutu a octroyé la nationalité en 1971. En 1989, il a récupéré cette nationalité. Le fait d'octroyer la nationalité n'avait pas causé des pépins sécuritaires à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Si aujourd'hui nous nous référons à l'histoire, l'accord de l'Émirat, vous connaissez le contenu, si vous connaissez le contenu de l'accord de l'Émirat. 96. S'il vous plaît. Moi, je peux demander un plateau ici spécial. On va commencer à découler les argumentaires. Je crois que c'est la meilleure solution. S'il vous plaît, lorsqu'on a signé l'accord de la... S'il vous plaît. Je crois que je vais organiser un plateau pareil entre Jérémy Momeka et Diomaye. Rapidement, Raoul Lugamba, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Bon, pour le mot de la fin, j'invite la population congolaise à discerner qui sont les candidats à l'approche des élections. Vous savez, lorsque le pauvre manque du pain, les riches manqueront de la paix. Soyez conséquents lors du vote, que ce soit à la présidentielle, à la députation, provinciale ou nationale. Je nous invite à ne pas hypothéquer nos voix pour un plaisir et sacrifier les 5 ans à venir de la nation. Merci beaucoup, Raoul Lugamba. Je rappelle, vous êtes indépendant. Je donne la parole à Prince Itokola du parti UND, parti de l'Union Sacrée, pour votre mot de la fin.
Ok, merci beaucoup. Je remercie d'abord nos co-débatteurs parce qu'il y a eu un bon débat. Je vous remercie également pour la médiation. Je suis en train de saluer ma population à l'Équateur. Seulement, je plaide pour cette population. Pourquoi? Surtout la situation des enseignants. Moi, je sais que les enseignants à l'intérieur bénéficient d'une prime de bourse. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver cela. Et je sais qu'ici, à Kinshasa, les enseignants sont payés avant chaque le 30. Mais je suis allé trouver une autre réalité là-bas. Les enseignants ont des arriérés de 3 mois. En tout cas, ça ne m'a pas arrangé. Je ne sais pas si c'est le même cas du gouvernement provincial, je ne sais pas. Mais j'interpelle le gouvernement, en tout cas, de veiller à cette population. Sinon, vous trouverez que ce sont les gens qui travaillent plus que nous ici, parce que je vais estimer une distance de Bossou qui est là comme à Ikenge là-bas, vers territoire Bolomba, Bossou qui est là vers Motoua. Une distance de 17 km. Un enseignant qui quitte là pour aller enseigner et revenir. En tout cas, c'est vraiment du boulot. Que le gouvernement puisse penser à ces peuples-là. Je ne me limite pas. Merci beaucoup, Prince Itokola. Je crois que ces cris d'alarme est entendu et sera entendu par les autorités pour répondre plus rapidement à cette question. Jérémy Momika, quelle question pour votre mot de la fin? Oui, pas de réplique. Cher Cédric, ici, je ne réplique pas. Bien au contraire, j'aimerais ici commencer par féliciter les présidents de mon parti politique, si je parle des camarades Honoré Mvola, pour le travail d'état qu'il est en train d'abattre pour la population du territoire de Luisa, au Kasaï. Vous savez, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais été élu, mais qui pose des actes de grande envergure, comme le président Honoré Mvola. Récemment, il a lancé les travaux de construction des marchés modernes dans les territoires de Luisa, et il a également lancé les travaux de construction des forages dans presque tous les secteurs du territoire de Luisa. Moi, je pense que ce sont des actes qui démontrent combien l'homme est soucié de voir ses électeurs, ses frères et sœurs de Luisa vivre en paix et dans les calmes. Okay. En dehors de cela, j'aimerais aussi remercier mes camarades qui sont dans la circonscription de Mwamba, les jeunes beaucoup plus, parce que ce sont des jeunes qui m'ont fait des surprises inattendues. Moi, je suis à la maison, des fois je suis au travail, des fois à la maison, mais j'ai été surpris de voir ces jeunes imprimer quelques polos qui porte mon numéro 360. S'il vous plaît, c'est pas la campagne illégale, s'il vous plaît. Oui, c'est pas la campagne illégale. Non, là, on aura des problèmes avec le CESAC. On ne veut pas. Oui, cher Cédric, je cite ton CESAC. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment émerveillé, et c'est grâce à ça que j'ai voulu leur dire grand merci pour tout ce qu'ils font. Merci beaucoup à Jérémy Momika, cadre du parti Force des Patriotes. Merci à Joe Maélé d'avoir répondu à l'invitation d'APIC Télévision. Merci à Raoul, c'est pas la première fois et ça ne sera pas la première fois. Merci également à Prince Itokola d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Je vois les groupes chauffer déjà. J'ai dit merci à Exaucé Kiala qui nous a suivis et beaucoup de personnes qui nous ont suivis également. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci.